Ici Jean-Philippe Trottier, nous poursuivons le Midi Actualité sur les ondes de Radio Ville-Marie. Vous savez qu'on a beaucoup couvert et analysé les élections municipales québécoises du 3 novembre dernier. À Montréal, c'est donc Denis Coderre qui a remporté la mise. Mathieu Bock-Côté analyse cette élection et se pose la question fondamentale suivante, et je le cite, « Au-delà du style et des allures volontairement populistes, au-delà de la rhétorique du gros bon sens, au-delà aussi de la prétention à parler au nom des gens ordinaires, Denis Coderre est-il vraiment un homme de décision, un politicien à poigne, capable de satisfaire le désir d'autorité d'une bonne partie de la population? » Mathieu, bonjour. Bonjour. Alors, c'est une question à laquelle vous avez répondu, je pense déjà, non? Oui, mais j'ai des doutes immenses, pour le dire ainsi, sur le fait que le nouveau maire est cet homme de décision, cet homme à poigne, comme il dit quelquefois lui-même, dont Montréal a besoin. Mais ce qui est assez intéressant, cela dit, c'est il faut comprendre le personnage public, le personnage politique de Denis Coderre pour voir pourquoi il a été capable de séduire une partie de la population. Alors, il y a plusieurs causes d'ailleurs à son élection. Ah ben oui, absolument. Donc j'en mentionne d'ailleurs quelques-unes au début, c'est bête à dire, mais un capital médiatique incroyable qui faisait de lui la personne la plus connue dans un monde où la reconnaissance médiatique est une valeur politique très forte. Il y a aussi le fait qu'il était soutenu par tous les anciens barons d'Union Montréal, qu'il avait des appuis très réels dans la communauté anglophone, dans des communautés ethniques et ainsi de suite. Donc, il y avait des réseaux qui le soutenaient. Mais au-delà de ça, j'essaie de voir ce qu'il y a de commun, à certains égards, entre un Denis Coderre, entre un Régis Labaume, entre un Jean Tremblay, entre ces personnages de la politique municipale québécoise qui sont souvent assez colorés et qui se distinguent par leur prétention, à tort ou à raison, à être des hommes de décision, à être des hommes, finalement, qui s'inscrivent dans la tradition plus charismatique ou décisionniste de la politique, c'est-à-dire la capacité de trancher dans une société paralysée. Mathieu Bock-Côté, petite parenthèse, vous parliez des différentes communautés qui ont voté pour lui. Est-ce qu'elles auraient voté pour un des trois autres candidats ou leur vote était, quoi qu'il arrive, acquis à Denis Coderre? En fait, je renverserai la proposition, c'est-à-dire un candidat soupçonné de souverainisme ou de sympathie souverainiste n'a aucune chance de passer dans certaines communautés, pour le dire ainsi. Je me souviens d'un éditorial il y a quelque temps où on nous expliquait que, je pense que c'était dans le Suburban, que la mafia c'était toujours mieux que les séparatistes. Ah bon? Alors, Louise Arel, par exemple, a payé le prix de ses allégeances souverainistes, même si elle a donné des gages systématiquement aux différentes communautés. Donc, il y a on sait pour qui personne ne votera jamais. Inversement, donc il y avait plusieurs possibilités. Coderre est celui qui avait des appuis communautaristes les plus marqués. Les grands barons d'Union Montréal étaient avec lui, mais je redis la chose qui me semble importante, il attirait la sympathie d'une partie de la population, qu'on le veuille ou non, qu'on le comprenne ou non, et c'est ce qu'il nous faut comprendre. À quelle corde politique, je dirais quelle corde politique dans la population Denis Coderre parvenait à faire vibrer finalement. Et vous citiez d'ailleurs deux précédents, le maire Labaume à Québec et Tremblay à Saguenay. Oui, ben voilà, c'est-à-dire le maire Labaume est un personnage assez singulier dans la politique québécoise, c'est-à-dire dans une classe politique où le langage politique est très souvent aseptisé. C'est-à-dire les hommes politiques aujourd'hui, pour éviter quelques dérapages que ce soit, un langage très technocratisé, une langue de bois, un langage aseptisé. Et ce qui caractérise un Labaume ou encore un Jean Tremblay, c'est qu'ils ont un style politique qui mise sur une transgression programmée des codes habituels de la force du langage médiatique. Mathieu, transgression programmée vraiment? Ben, je crois ils sont conscients de leur personnage. S'ils ne le sont pas, c'est un autre cas, mais je crois qu'il y a une conscience de leur propre personnage. C'est-à-dire quand on décide de jouer au politicien qui a le gros bon sens, le politicien qui rejoint les gens ordinaires. Enfin, faut comprendre ce terme-là, les vrais gens, les gens ordinaires, il y a une espèce de portée, j'ai le côté une complexité dans ce terme-là, c'est-à-dire qui sont les vrais gens? Est-ce qu'il y a des fausses personnes et des vraies personnes? Est-ce qu'il y a des vrais gens et des faux gens? Bon, fausses gens. Alors, là, vous posez la question de sociologue ou de psychanalyste? Non, mais il y a quelque chose d'intéressant ici, oui. C'est qu'il y a une partie de la population qui se reconnaît dans le discours des vrais gens. Il y a une partie de la population qui s'identifie justement à ce bassin électoral assez large, finalement, de gens qui se sentent exclus du jeu politique ordinaire,
exclu. Pourquoi? Parce que les lobbies sont trop puissants, parce que les médias sont trop puissants, parce que les politiciens sont autistes. Et il y a une partie de la population qui s'identifie comme les vrais gens. Et je crois que les 3 maires en question sont justement des gens qui ont décidé d'interpeller cette frange de la population avec un style populiste à certains égards, pour peu que le terme populiste ne soit pas connoté péjorativement ici, mais tout simplement la volonté de transgresser les différents groupes d'intérêt et l'interférence médiatique pour rejoindre une partie de la population qui se sent exclue de la politique ordinaire. Il y a un botaniste français du XVIIe ou XVIIIe siècle, Buffon, qui avait dit que le style, c'est l'homme. Donc on peut imaginer que ce style colle à l'homme. Et ça fait penser à 3 autres hommes le nom me vient en tête, Mathieu, vous me corrigerez si je vise juste ou pas. Camillien Oud, Maurice Duplessis et Réal Cahouette. Ils avaient tous un peu le même style un peu autoritaire, bonhomme, qu'on l'a vu ou non, un peu sympathique quand même. Oui, je distinguerais quand même les personnages. C'est-à-dire, par exemple, le personnage de Réal Cahouette était dans l'opposition. Oui. Alors que la singularité des 3 maires, effectivement, dans le cas de Camillien Oud, ou même de Jean Drapeau à certains égards, c'est que ce sont des hommes en position de décider. Et donc, il y a aujourd'hui une espèce de fracture dans la politique contemporaine. Donc, la parole transgressive ou la parole libérée se retrouve souvent dans l'opposition et la protestation. Et le pouvoir, quant à lui, est souvent technocratique et s'exprime de manière incompréhensible pour le commun des mortels. Est-ce que je peux parler de langage commun des mortels, Mathieu Bocoté, une seconde, et dire qu'on a en face, on a deux clans qui s'affrontent, une élite bureaucratique versus le peuple? Je dirais, ça serait un peu trop simple de le dire ainsi, mais il y a une part de vérité qui apparaît à travers ça. C'est-à-dire, il y a effectivement des élites aujourd'hui qui se passent de pouvoir entre elles, et une partie de la population se sent exclue du jeu politique. Et finalement, le désir de se rapporter sur le candidat, souvent qui prétend parler à cette frange de la population en disant « je laisse de côté le vocabulaire aseptisé, je vous parle à vous ». Et une autre chose qui est importante, qu'il faut d'ailleurs, ça peut donner le meilleur comme le pire. Le meilleur, on peut dire, ça donne Régis Labombe, et le pire, ça donne Rob Ford. Oui. Mais je reviens sur un autre élément qui est important. Ce sont des politiciens aussi qui prétendent de nous vendre de la décision plutôt que des projets. Je distingue ici, on parle de la figure de l'homme d'idées souvent. Donc, oui. Richard Bergeron, on est un peu la figure dans cette élection municipale. C'est l'homme d'idées, celui qui a des projets, mais qui est un peu le professeur tournesol, souvent malheureusement. Vous le disiez il y a quelque temps, et de l'autre côté, on a des gens qui, comme Coderre et compagnie, nous disent « Moi, je ne vous vois pas un immense projet de société, mais je saurai décider. Avec moi, vous n'aurez pas l'impression de la paralysie. Avec moi, vous n'aurez pas l'impression d'une société bloquée, étouffée. Avec moi, vous n'aurez pas quelqu'un qui va se coucher devant la bureaucratie. Avec moi, vous serez gouverné. » Et ça nous rappelle une chose, la population espère que ses gouvernants gouvernent. Trop souvent aujourd'hui, on réduit la politique à la délibération ou à la protestation. Et je crois que ces hommes-là, ces 3 hommes-là au Québec, réhabilitent, pour le meilleur et pour le pire, en vrai ou en faux, en image ou en réalité, réhabilitent au moins l'idée que la politique est aussi de décision. Est-ce que vous diriez que ceux qui ont élu Denis Coderre, enfin, je dirais le peuple dans le sens le plus large possible, a manifesté par là une demande diffuse, inconsciente, peut-être de politique et non de bureaucratie? Oui, mais ça m'apparaît assez évident. C'est-à-dire, il y a une demande de politique dans nos sociétés qui ne trouve pas satisfaction. Parce que, justement, la politique est confisquée par les lobbies, elle est étouffée par la bureaucratie, elle est souvent déformée par la logique médiatique. Et il y a une aspiration naturelle au cœur même du lien, je dirais, qui participe au lien politique. Et qu'est-ce que c'est? C'est le désir d'être gouverné. C'est le désir. Qu'est-ce que c'est gouverner? C'est devant des situations difficiles, contradictoires, quelquefois tragiques, la capacité non pas de se plier à la fatalité, mais de plier les événements à une volonté. Et quelquefois, on entend ça d'ailleurs, on dira, il ne prenait pas que des bonnes décisions, mais il prenait des décisions. Et je crois que ce désir de réhabiliter la décision, de réhabiliter le fait que les gouvernants gouvernent, ça a bien servi de Nicodère. Ce qui m'inquiète ici, à partir de là, c'est que j'ai l'impression que ça relève davantage ici, presque d'une certaine manière de parler, d'un certain style bonhomme, mais ça ne correspond pas véritablement à la personnalité de Coderre, qui ne me semble pas être l'homme de décision. Pourquoi vous dites ça? Je crois que c'est sur ce créneau qu'il a joué. Pourquoi dites-vous ça? Tout simplement qu'il s'est distingué historiquement davantage par des déclarations casse-gueule, pour le dire ainsi, que par
que par un exercice de pouvoir éclairant, pour le dire ainsi, que par des décisions dont on aurait gardé grand souvenir. Une fois que c'est dit, il faut effectivement avoir donner la chance aux coureurs, selon la formule. Alors, se pourrait-il qu'ils surprennent? Se pourrait-il qu'ils témoignent d'un sens de la décision plus élevé? Se pourrait-il que ce maire brouillon soit finalement le maire de transition dont Montréal a besoin pour redémarrer ou pour réparer ses fondements? Je confesse un certain scepticisme, mais je ne m'interdis pas le plaisir de la surprise. Vous ne vous interdisez pas le plaisir de la surprise, c'est très bien dit. Tentation autoritaire chez donc Denis Coderre. Autorité, c'est un mot qui fait peur à la bureaucratie, qui fait peur. Attendez, laissez-moi finir. Mais qui fait peur également aux intellectuels. Le problème de l'autorité aujourd'hui, c'est qu'on l'imagine qu'autoritaire, c'est-à-dire dans sa forme pathologique. Donc, quand on pense à un leader d'autorité, qu'est-ce qu'on dit? On dit il tient pas compte de la population, il impose ses propres désirs et ses caprices et tout ça. C'est pas ça que je pense quand je parle d'autorité. Je dis tout simplement que toute communauté politique est instituée autour d'une autorité légitime. Et lorsque cette autorité renonce à prendre des décisions qu'on attend d'elle, eh bien, c'est la communauté politique dans son ensemble qui en ressent, finalement. Parce qu'elle n'est plus capable, devant des situations difficiles, lorsqu'il faut fixer des orientations, qu'il faut fixer des priorités, prendre des décisions en fonction de ça et d'agir en conséquence, on n'en est plus capable. Alors, ça crée une insatisfaction profonde dans la population qui est finalement plus classique que ces élites. C'est-à-dire, une bonne partie de nos élites intellectuelles, je le disais tantôt, voudraient ramener la politique à la pure délibération. Ce sont tous les modèles délibératifs ou encore, il y en a certains pour qui la politique, c'est la rue. Donc, c'est la protestation pure. Mais une société ne peut pas être que dans la discussion et les protestations. Ça doit aboutir, à un moment donné, à une décision, encadrée légitimement, modérée, mais une décision. Parce que qu'est-ce que c'est la décision? C'est la capacité d'avoir une emprise sur les événements. En fait, il faut un lieu entre le salon et la rue. Donc, peut-être le tambour, peut-être? Sans jeu de mots. Quelqu'un dirait la trompette. mais je crois qu'on a cette idée qui est fondamentale, que nos sociétés ressentent durement l'impuissance politique. Et à partir de là, il y a tout un marché qui ouvre pour ce marché du leader qui prétend trancher. Et là, quand on fait un lien ici avec ce que je disais tantôt, c'est-à-dire dans un monde où le langage politique est terriblement aseptisé, eh bien, ceux qui prétendent parler le langage commun, qui ont quelquefois des formulations, des tournures d'esprit, qui finalement sont capables de parler au commun des mortels, eh bien, ils sont en plus capables de rejoindre cette frange de la population qui se sent exclue du jeu politique. Donc, je crois que c'est à cette lumière qu'on doit analyser l'élection, sans, par ailleurs, croire qu'on a tout dit. Mathieu Bocoté, vous parlez d'autorité, pas d'autoritarisme, mais d'autorité légitime, etc. L'autorité vient du latin, on a déjà parlé à plusieurs reprises dans cette chronique, ça vient du augere, qui veut dire augmenter en fonction d'un dépôt initial. Pour la Rome antique, c'était la fondation de Rome, pour l'Église, c'est le dépôt de la foi, donc l'autorité se reposait sur ces fondements-là. À Montréal, j'ai l'impression que le fondement de l'identité montréalaise est problématique. Est-ce que ça peut influer sur la qualité de gouvernement du maire? Oui, je crois que le problème en ce moment, c'est que Montréal, je ramènerais ça dans d'autres termes, on nous disait dans la campagne qu'il faut rêver Montréal, rêver. Alors que dans les faits, Montréal est une ville à réparer. C'est-à-dire, dans ses fondements même, il faut être capable finalement de ramener ça dans les termes politiques les plus simples pour empêcher la ville de se réfugier dans un fantasme compensatoire. Mathieu, Freud disait que le rêve était réparateur. Hein? Oui, mais qu'il peut être quelquefois compensatoire et écrasant. C'est-à-dire, à défaut d'agir dans le réel, je m'imagine un destin exceptionnel. Vous parlez d'expérience ou pas? Il y a quelquefois des limites à cela, pour le dire ainsi. Alors, je crois pour ce qui est de la question de l'identité de Montréal, c'est une question autre, je crois, c'est-à-dire le statut de Montréal est une question de plus en plus complexe. S'agit-il de la métropole cosmopolite et francophone du Québec? S'agit-il d'une métropole cité-État multiculturelle et bilingue? S'agit-il d'une métropole dans le Canada des grandes villes? Le statut de Montréal étant ambigu, il est difficile aujourd'hui, évidemment, de la gouverner correctement. Ça, je peux comprendre, évidemment. Mais alors, et le problème, c'est que j'ai l'impression que dans tout ce jeu-là, personne n'ose appeler un chat et tout le monde tourne autour du pot et du malaise. Ça dépend. C'est-à-dire, si vous parvenez à nommer le chat, ne vous gênez pas. Je crois que tout le monde sera preneur. Je pense qu'en ce moment, comprendre ce qui se passe à Montréal, évidemment, il y a des choses fondamentales, c'est-à-dire la question de la corruption, la question des routes, des choses absolument fondamentales, soit dit en passant, même si elles sont terriblement prosaïques. Mais
Une fois qu'on a fait ça, la vocation de Montréal, le rôle de Montréal, c'est une question qui exigera une réflexion plus vaste, je crois, sur le rapport entre Montréal, le Québec, le Canada, le monde. Et je fais partie de ceux, bien évidemment, sans surprise, qui espèrent que Montréal assume pleinement son rôle de métropole cosmopolite du Québec francophone, mais qu'elle ne consente pas, cela dit, que la fracture entre Montréal et le reste du Québec ne s'accentue pas comme on le voit aujourd'hui. Mathieu Bocoté, on peut vous définir comme un intellectuel public? Je crois, oui. Je pense que vous êtes un des seuls intellos à vous prononcer sur cette élection. Enfin, de cette façon-là, en tout cas. J'ai l'impression que la plupart des intellos vont rester dans leur salon universitaire ou leur salon chez eux et ils vont gloser, non? Ou est-ce que vous êtes un cavalier solitaire dans tout ce jeu-là ou pas? Je ne me sens pas si seul, mais c'est peut-être parce que je connais davantage, je suis davantage attentif à ces nombreuses personnes qui s'expriment sur la chose publique, mais qui ne sont pas toujours l'écho des grands médias. Mais je note qu'il y a plusieurs intellectuels de grande valeur au Québec qui réfléchissent à ces questions d'une manière ou de l'autre. Et je pense que ce qui manque souvent au Québec, ce sont des espaces pour mettre en scène la réflexion publique, et c'est une des raisons pour lesquelles Radio Ville-Marie, je l'apprécie autant. C'est-à-dire c'est un espace où il est possible de réfléchir en sortant du clip. Je crois qu'il n'y en a pas tant d'espace que ça. Mathieu, vous êtes un peu courtisan, mais je l'apprécie beaucoup. Mais non, je suis courtois, c'est tout. Voyez-vous, c'est incroyable. Et c'est pas la première fois qu'on le dit, vous et moi, c'est qu'une même racine latine peut donner deux mots complètement opposés. Comme croyant et crédule, par exemple. Courtois et courtisan. Donc, vous pensez... en fait, on fait référence à un texte que vous avez publié dans votre blog du 6 novembre dernier, Denis Coderre, de point symbole inattendu d'un désir de décision, point d'interrogation. Vous terminez en disant qu'on peut redouter à l'avance que tout cela risque de virer au fiasco. Cette demande de politique, ce changement, ce nouveau style tenté par le populisme et tout ça. Vous voyez le fiasco venir, vous? Je constate que Denis Coderre, depuis des années, est un homme qui était autrefois un politicien libéral, fédéral, très, très, très... à l'ancienne, dans ce qu'il y a de moins beau dans cette formule d'à l'ancienne, et qui s'est reconverti à la manière d'une vedette des médias sociaux par son usage de Twitter et ainsi de suite. Bon, alors j'attends encore la marque distinctive de l'homme de décision, bien que je note que par son côté quelquefois un peu carré, un peu on va trancher, on va faire ça, on va faire des vraies affaires et ainsi de suite, qu'il réussit à jouer ce rôle. Mais je ne suis pas certain qu'on soit devant la version montréalaise du maire Labombe, mais comme je le disais tantôt, il n'est pas interdit d'être surpris et de se réjouir de sa surprise. J'espère bien me tromper avoir tort d'être pessimiste, mais je crains quant à moi que Montréal s'enfonce pour encore quelques années dans ce sentiment d'impuissance et quelquefois presque de mépris de soi comme ville finalement, non pas à cause du maire ici tout simplement, mais parce qu'il s'agit d'une ville qui n'a plus d'emprise sur elle-même. Et qu'est-ce qui vous plaît chez Régis Labaume alors? Ce n'est pas qu'il me plaît en tant que tel, mais je crois que je reviens à cette formule. Dans la mesure où il faut réhabiliter dans nos sociétés une conception du politique qui ne se laisse pas absorber par le bureaucratique ou par le technocratique, où il faut des hommes politiques qui ne se couchent pas pleinement devant l'agenda médiatique et qui sont capables, autrement dit, d'autonomiser la fonction politique, de dire le politique a son rôle propre, qui n'est pas simplement d'appliquer les commandes des autres. Eh bien, je crois que Régis Labaume joue ce rôle-là et plutôt bien, ce qui ne veut pas dire par ailleurs que je le déifie d'aucune manière. Dans l'histoire des maires de Québec, j'ai une sympathie particulière pour Jean-Paul Lallier, mais une fois que c'est dit, ce que je note, c'est que le maire Labombe, dans une société québécoise qui est en quête de décision politique, manifestement, il incarne cet esprit de décision. Une fois que c'est dit, on peut lui reprocher bien des choses. Et il y a un esprit de décision qui est assez autonome et indépendant. Oui, c'est le moins qu'on puisse dire, d'autant qu'il a sa propre vision de la ville, ce qui n'est pas de trop quand on décide de s'engager en politique. Et puis Québec n'est pas une ville aussi divisée que Montréal. Non, ça c'est vrai, puis dont je dirais la vocation au Québec est beaucoup plus clairement établie, à la différence de Montréal, effectivement, qui, je le disais tantôt, a une identité confuse ces années-ci. Mathieu Bocoté, donc une affaire à suivre pendant quelques années. On aura beaucoup de pain sur la planche, j'imagine. Et on aura souvent l'occasion d'en parler. Magnifique. Merci beaucoup et à jeudi prochain. Au grand plaisir.